19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM pour une nouvelle saison de Time Sport de 19h à 20h. C'est les nouvelles horaires de votre émission Sport Quotidienne. Donc on vous souhaite une magnifique rentrée en ce lundi 2 septembre avec nous sur l'antenne de Beurre FM, mais aussi tout au long de la saison radiophonique avec les autres programmes de qualité. Avec vous, chères auditrices et auditeurs, dans cette émission, vous pouvez réagir avec l'équipe en composant le numéro du standard, le 01 53 48 3000, et aussi sur la twittosphère pour réagir avec vos consultants toujours aussi connectés. Au menu de cette première émission de la saison, on reviendra sur le cas Neymar au Barça ou les coulisses d'un transfert impossible. Chant homophobe dans les stades, le supporter de foot n'est-il pas la cible facile de ce nouveau monde? Et enfin Marseille qui se remet dans le bon chemin, sans oublier le Grand Prix de Formule 1 de Belgique. C'est parti, gogo Time Sport. Time Sport. Et ce soir, pour m'accompagner dans cette émission, pour cette première de Time Sport, on rappelle les nouvelles horaires. 19h, 20h, on aura le Presidente Kamel Aïd Kera qui nous vient tout bronzer. Comment ça va, Kamel ? Ça va, merci Bilal. Heureux de reprendre cette saison. On est comme les enfants, hein. C'est la rentrée des classes et on est vraiment heureux d'être parmi nos auditeurs et nos auditrices à qui je souhaite bon courage, surtout les mamans, pour cette rentrée des classes. Surtout les mamans, à qui nous pensons. Magnifique. Vraiment, là, cette dédicace, Kamel. Elle vient droit du cœur. Nassim Bourras, comment ça va, notre Bundesboy? Ça va? Bonsoir à toi, Bilal. Bonsoir à tous. Franchement, super heureux de vous retrouver autour de cette table pour à nouveau parler football sur Beurre FM. Et bien sûr, super heureux de retrouver les championnats européens, dont le meilleur championnat du monde qui est la Bundesliga. La Bundesliga, aïe, pour Nassim. Mais oui, lui, il nous ramène toujours le soleil comme Mamadou Lamine Mané. Le rédacteur en chef de cette émission, c'est Juan José Dorado. Comment ça va, Juan? Buenas tardes, Bilal. Très content d'être parmi vous avec le meilleur championnat au monde, c'est lui. L'Espagne, c'est ça. Avec le grand Barça ou encore le Real Madrid de Zinedine Zidane. On l'oublie pas, c'est le coach Tolé qui est avec nous. Lui aussi, toujours grand sourire. Comme dit mes élèves, c'est un kiff d'être ici, d'être de retour. Bonsoir tout le monde. Et c'est un kiff d'avoir le coach Tolé. On l'oublie pas, notre réalisateur, il est toujours avec nous. Il est là, le charmant Hugo. Elle est belle la coupe, Hugo. Ah bah ça fait plaisir. Ouais, J'ai très, essayé très pour la première. On se met au top. Allez, vous restez connectés. On le rappelle, le 01 53 48 3000, et on prend le chemin directement du camp des loges. Time Sport, le ras-le-bol. Neymar au Barça, et oui, les coulisses d'un transfert impossible, le feuilleton du transfert avorté de la star brésilienne du Paris Saint-Germain à Barcelone a tenu en haleine l'Europe du football pendant près de 2 mois et demi. Mais qui a pu ou voulu, eu un intérêt à croire ou faire croire que ce transfert aurait pu ou dû se réaliser? Juan José, on donnera aussi la parole à Kamel. Alors, transfert avorté? Non, parce que j'ai jamais cru dans ce transfert. On a pas mal ici qui ont juste se rappeler un petit truc, c'est que quand on parle du transfert de Neymar, c'est le clan Neymar qui parle d'être transféré, de partir. Après, il y a le Barça, parce qu'il laisse entendre qu'il voudrait revenir vers le Barça, qui commence à s'intéresser, plus ou moins. Mais on oublie tout le temps qu'il y avait quand même 2-3 faits qui faisaient que ce transfert était pratiquement impossible. 1. Griezmann. Il y avait un accord déjà de principe entre Griezmann et le Barça. Ouais. Imaginez-vous le Barça avec Griezmann, Dembélé, Suarez, Neymar, Messi. Ça fait quand même un peu trop d'attaquants pour ce Barcelone-là. Donc, l'équipe n'était pas compensée, n'était pas prêt pour ça. Et puis, on oublie aussi 2 faits. Déjà, c'est que 71% des Barcelonais, des supporters du Barcelone ne voulaient pas. Et ça, on ne le savait pas beaucoup en France. 71%. Il y a tous les sondages qui ont été faits depuis des mois montrent que la majorité des supporters ne voulaient pas de Neymar. Et puis, dernier truc. Alors, c'est quoi, Juan José? On oublie tout simplement que Neymar a quand même doit passer encore à 2 reprises devant les tribunaux espagnols, notamment le 27 septembre, parce qu'il est en conflit aussi avec le Barça. Il y a 20 millions, les 20 millions dont on parlait il y a quelques jours, qui Neymar serait prêt à mettre de sa poche. Neymar qui demande 20 millions au Barça pour le transfert au PSG, pour ne pas avoir respecté. Ça reste un peu flou et même fou même. Pour vous dire qu'il y a quand même encore Neymar qui doit passer à 2 reprises dans les prochains mois devant les tribunaux espagnols. C'est trop. Ouais, c'est pas bon. Puisse marcher.
Kamel, on l'écoute concernant le cas de Neymar, la star brésilienne, on le rappelle, du Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel. Moi, au-delà de tout ce qui est Neymar, parce que Neymar c'est une galaxie, quand on fait le transfert c'est tout. Moi je pense que les gens, en rêvant du transfert de Neymar à Barcelone, ils ont manqué de respect au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire moi là, le moment où le transfert de Neymar réellement a pris fin, même dans la tête de Neymar je pense, c'est le jour de l'arrivée du directeur sportif, Leonardo. Il a remis, dès qu'il est arrivé, il a fait un entretien, une longue interview et il a dit maintenant, on va remettre tout en place. On va redonner la grandeur au PSG. Et après, c'est comme partout. C'est-à-dire, il a dit, on vend Neymar 300 millions d'euros. Celui qui veut l'acheter, il achète. Après, c'est négociable. On va descendre. Mais à partir de là, et en même temps, ça a été très intelligent de sa part. Pourquoi ? En ouvrant, ils ont montré à Neymar qu'en fin de compte, aucun club ne voulait l'acheter. Parce que c'est un panier à ennui. Lui et tout son clan. Donc il lui a prouvé à la fin ce soir, il lui dira, après minuit, il lui dira, écoute Neymar, nous on était prêts à te vendre, il n'y a pas de problème, mais personne n'a voulu toi. Donc, il faut que tu fasses une très très bonne saison, même une magnifique saison, pour donner de l'appétit au club pour qu'il t'achète. Mais moi, au-delà de Neymar, ce qui est fort, c'est que le club du PSG a grandi, a montré à tous les clubs européens, parce que tout le monde se moquait des Qataris, etc., en disant qu'ils connaissaient rien au football, en disant ils sont faibles, etc. Les Qataris ont remis, excusez-moi, c'est l'expression française, mais je vais le dire, on est en France, l'église au milieu du village, en disant maintenant c'est nous qui décidons de qui on doit transférer et de qui on ne doit pas transférer. Parce qu'il l'a bien dit, il a dit, le directeur sportif, il a dit, nous, on veut bien transférer contre une somme d'argent, mais on ne nous impose pas des joueurs comme il était dit, Barça, on va vous imposer. Donc déjà, je pense qu'il a redonné de la force à Paris Saint-Germain. Et maintenant, tous les clubs qui vont tourner autour du Paris Saint-Germain, avant de négocier, ils vont réfléchir à deux. Mais moi, je pense que Neymar, même l'année prochaine, il faut vraiment qu'il fasse une grande saison. Comme tu l'as dit, à Barcelone, les supporters n'en veulent pas, donc ça va être compliqué. Il faudra trouver vraiment un autre club. On le rappelle qu'en Navas vient de officialiser sa venue du côté du Paris Saint-Germain, l'ancien portier qui part des Merengues. Oui, voilà. Et échange. Qui arrive aussi. Ouais. Et aussi. Il y a deux gardiens de but qui arrivent au Espagnol. Espagnol non, Navas vient du Real, mais il y a Rico qui arrive. On l'a bien compris. Nassim. Je suis d'accord avec Kamel sur le fait que l'arrivée de Leonardo a apporté vraiment de belles choses au Paris Saint-Germain, notamment en termes de crédibilité sportive. Les offres proposées par le Real et par le Barça n'étaient clairement pas au standing d'un joueur comme Neymar. Après, je serais moins d'accord sur le fait que ce soit un panier à ennui, pas forcément, parce que ça reste quand même un excellent joueur sur le terrain. Donc, de renommée mondiale, il faut le rappeler. Voilà, exactement. Après, c'est vrai que pour l'extra sportif et pour ce qu'il y a au niveau du clan Neymar, ça peut poser parfois problème. Mais beaucoup de clubs étaient prêts à acheter Neymar. Par contre, peu de clubs, voire aucun, n'étaient capables de vouloir mettre une certaine somme d'argent pour Neymar. La somme demandée était à peu près de 200 millions minimum. Le souci, c'est que les offres proposées par les clubs espagnols, donc le Real et le Barça, c'était... Moi, excusez-moi du terme, c'était un peu un manque de respect. Là, on est à 100 millions plus Rakitic. J'ai rien contre Rakitic, c'est un excellent joueur. Mais on ne peut pas proposer 100 millions plus Rakitic. Et même cette 100 millions plus Rakitic, plus près d'Ousmane Dembélé. Et cette blessure aussi, peut-être, c'est pour ça. Oui, même... je suis pas d'accord. Déjà, on le propose même avec un prêt d'Ousmane Dembélé, mais Ousmane Dembélé ne veut même pas venir au PSG. On veut forcer l'international français à quitter son club de cœur, parce qu'il faut pas oublier qu'il a fait tout un torrent pour quitter Dortmund pour aller dans son club de cœur. Et derrière, son club de cœur, entre guillemets, lui demande de bien vouloir faire de la place pour Neymar. Déjà, moi, à la place de Dembélé, je me pose des questions sur son soi-disant club de cœur. Et même Ousmane Dembélé, déjà, ça me fait plaisir. Pourquoi ? Parce que il y a déjà... on redonne un peu de lettres de noblesse au contrat footballistique. Voilà, parce que Ousmane Dembélé a le droit de dire non, je n'ai pas envie d'aller au PSG et j'ai envie de rester encore au Barça. Tu as raison. Côté, Leonardo a le droit de dire Neymar est mon joueur et j'ai le droit de demander une certaine somme d'argent pour qu'il quitte le club. À quel jeu s'est prêté le Real Madrid dans cette partie de billard à 3 bandes, si je peux me permettre? Il y a eu une offre, visiblement. Le coach, on l'écoute. D'après une rumeur, une offre de 100 millions. On parlait James Rodriguez, Gareth Bale. Et Gareth Bale. Je pense que ça. Même Isco. C'est un fake. N'oubliez pas, il a fait une interview. Il a dit la seule offre qu'il a eue, c'est le 27 août de la part de Barcelone. C'est la seule offre écrite qu'il a eue. Le reste, c'était que des. À partir du moment où j'ai vu cette soi-disant offre du Real Madrid et que ça aurait été refusé, je me suis dit là, c'est mort, c'est terminé. Maintenant, attention, faut pas oublier, il a quand même voulu partir. Ça avait quand même. Attention, c'est quand même depuis. On va dire un an et demi qui se sent pas si bien que ça au Paris Saint-Germain, qui fait Griezmann. Maintenant, ce qui est clair, c'est que sportivement, on le sait tous, il fait la différence à n'importe quel moment quand il le veut. Donc, quand il va revêtir le maillot du Paris Saint-Germain, il y aura aucun problème. Il continuera à faire les différences. T'as pas autant de joueurs que lui pas d'accord. Capable, laisse-moi terminer, de faire la différence quand il veut.
T'en as 5 dans le monde. Il en fait encore partie, qu'on le veuille ou non. Maintenant, le problème réside dans la cohabitation. Alors, ça, c'est Neymar. Donc, il y a cette, comme l'a dit Kamel, il y a cette galaxie. On sait que, ok, mais il veut partir. Il a voulu partir. Il a fait tout ce qu'il fallait. Comment ça va être géré sur la saison? Justement, sur tout ça. Neymar me fait penser à certains joueurs qui marchent à l'effectif, en fait. Il fonctionne comme ça, Neymar. Et mais là, quand même, il en a pris. Même s'il est capable de faire la différence à tout moment, j'ai l'impression que le divorce est quasi consommé avec le public du PSG, qui n'a vraiment pas apprécié ses velléités de départ. Il va revêtir le maillot du PSG. Il va se redire encore une fois, ici c'est Paris. Ça va être vu un peu comme hypocrite, et j'ai peur qu'il aura du mal à se relancer à 100% avec le PSG. Et selon vous, Neymar est-il capable de retourner cette fameuse situation en sa faveur et retomber sur ses pattes? Bilal, il est obligé. Tu sais pourquoi? Parce que dans ce que j'ai dit en préambule, pourquoi il est obligé? Parce que ce qu'il faut se dire là, ce soir, à 23h59 secondes, Neymar va ravaler sa fierté. Son ego va diminuer de 1000. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun club qui s'est positionné pour mettre 222 millions. Quand le PSG l'a voulu, ils ont mis 200. Quand on veut, on peut. C'est la devise dans tout. Donc, si aucun club, si Barcelone n'a pas voulu mettre 222 millions sur Neymar, c'est qu'il les valait pas. Pour eux, en ce moment-là. Donc, maintenant, ce qu'il lui reste à faire, et là, il est obligatoire, c'est de jouer, de faire une saison extraordinaire pour pouvoir se vendre en fin de saison. Neymar a été recruté pour permettre au PSG de franchir un palier, de gagner donc la Ligue des Champions. Bien sûr, on l'attend toujours. Il fera des différences d'un point de vue national, ça on l'espère. Il fera des différences, ça il y a aucun problème. Il en a déjà fait. De toute façon, en termes de stats, c'est le joueur le plus efficace de l'histoire du club du Paris Saint-Germain. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi les vrais supporters du Paris Saint-Germain, moi je les comprends. Quand t'as un gars pendant 2-3 mois qui, avec tout son clan, qui fait un ménage pour essayer de partir, finalement il reste. Énervé. Ils sont en train de monter une espèce de conférence de presse de com. C'est sur le terrain qu'il va voir qui prouve. Et c'est surtout en Ligue des Champions. Là. Le plus petit en dehors du terrain et le plus grand sur le terrain. Zizou à son arrivée à Madrid. La réalité, c'est que depuis qu'il est arrivé, il a fait 2 saisons médiocres. Parce qu'il a fait 2 demi-saisons à Paris. Pour blessure. C'est pas de sa faute, c'est pour blessure. Il venait pour gagner la Ligue des Champions. Il a joué 18 matchs lors de la première saison et pratiquement les mêmes matchs lors de la deuxième saison. Donc c'est assez médiocre. Donc il fait la différence peut-être effectivement face à Strasbourg s'il joue le 14 septembre. Ce qui n'est pas encore décidé, parce qu'on oublie aussi que pour faire la différence en Champions League, il va falloir attendre quand même 4 matchs. Parce que les 3 premiers matchs, il est suspendu. Il ne pourra pas jouer. Donc le premier match face au Real Madrid, Neymar ne sera pas sur le terrain. Donc ça déjà. Donc le public oublie très rapidement si les résultats sont là. Sûr. Alors si à la fin de la saison, le PSG gagne la Champions League et Neymar est l'un des protagonistes, on oublie. Le public est très versatile. Mais la réalité, et c'est vrai, c'est que le divorce est consommé quand même avec le club. Il ne veut pas rester. Je crois qu'il s'est rendu compte qu'il voulait être le leader. Mais être le leader dans une équipe où aujourd'hui il y a Mbappé, c'est assez compliqué. En plus, attendez, on verra ce soir, mais il y a Icardi qui va peut-être arriver dans les prochaines heures. Donc vous voyez maintenant le PSG, Mbappé, Neymar, Cavani, peut-être Icardi. C'est magnifique. Et avec Andy Maria qui joue parfois en attaquant. Donc, vous voyez le PSG? C'est le plus triste pour Neymar dans cette affaire-là, parce qu'il a quitté le Barça pour quitter l'ombre de Messi. Et il se retrouve avec l'ombre grandissante d'Mbappé. Symboliquement, c'est très fort pour le Brésilien, parce que là, Mbappé commence vraiment à devenir la coqueluche du PSG. Ses stats sont quand même très impressionnantes pour un joueur de Vous parlez de Neymar en championnat. Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait en Ligue des Champions contre Manchester United? Il a rien fait. Donc à un moment donné, Mbappé, il a pas fait gagner la Ligue des Champions. Mais Mbappé n'a pas l'aura de Neymar. Neymar, il n'est pas dans l'ombre d'Mbappé encore. Mbappé est en pleine progression. Et Mbappé, justement, aurait dû grandir avec Neymar. C'était le but d'ailleurs du PSG lors de son recrutement. C'est que Neymar était là pour être, entre guillemets, le parrain de Mbappé, pour l'aider à grandir. Le problème, c'est que Mbappé se retrouve à être le leader du PSG par défaut suite aux blessures de Neymar. Non, mais je pense que Mbappé sera jamais aussi fort qu'avec Neymar. Bien sûr. Peut-être, mais le Real, tu parlais du Real Madrid. Oui. Le Real Madrid n'était pas intéressé par Neymar. Mais non, ils n'ont jamais été intéressés. Zidane, il veut Mbappé. Il veut Pogba. Et Pogba, ça c'est pas fait. Mais ils veulent Mbappé. Donc peut-être que l'année prochaine, Mbappé c'est un joueur d'avenir. Ce qui n'est plus le cas de Neymar. Mbappé, il a 20 ans. Ce n'est pas le cas de Neymar. Il n'a pas 31 ans encore. Non, mais Mbappé, c'est vraiment le joueur. L'année prochaine, c'est Mbappé s'il fait une belle saison.
Ah oui. C'est sur lui qu'on va mettre 200 millions. Exactement. Pas sur faux. Neymar. C'est sur Mbappé qui est le futur, qui est l'avenir. 200 millions, c'est trop gentil. Même 300, hein, tu peux dire. Ah, mais ils sont même prêts à mettre 400 millions plutôt que 200 sur Neymar. Pas faux. Kamel, on l'écoute Non, mais maintenant, avant je la pense première pause que de cette On émission. peut pas comparer Neymar et Mbappé. Neymar, quand il est. Moi, sincèrement, je prends plus. Il faut prends pas plus- négliger aussi le Voilà. joueur Neymar quand même, Non, voilà. Kamel. Respect pour Neymar quand même. Moi, quand je l'ai vu les débuts de saison, il m'a fait rêver. Pourtant, je suis pas parisien, je suis marseillais. Mais c'est quand même, c'est pas le même niveau technique, c'est pas le même niveau. Il est au-dessus. Maintenant, moi, ce qu'il faut que Neymar prenne conscience qu'il doit se recentrer sur le football. Basta. Le jour où il se recentrera, il se dit, cette saison, je me recentre sur le football. Je fais une saison magnifique. J'emmène le Paris Saint-Germain le plus loin en Ligue des Champions. Et ben là, les acheteurs, ils vont venir. Les acheteurs, ils vont venir. Et les clubs vont venir. Il arrive à un tournant de sa carrière, quand Bien même. sûr. Il va faire 28 ans. Donc, comme tu là, ce qu'il doit faire, c'est maintenant. C'est se recentrer, oui. Après, c'est terminé. Hein. Il a perdu 2 années. Moi, Oui. pour moi, le Ballon d'Or en Deux France, saisons perdues. il est arrivé pour avoir le Ballon d'Or aussi. J'y crois pas clairement. Pour moi, la seule solution, ce serait qu'il retrouve un club de top niveau européen. 28 ans quand même. Ouais. Ça Et marche. n'oubliez pas aussi que ce qui est important, c'est que le Brésil a gagné la Copa América sans lui. Ouais. C'est ça aussi qui est important. Donc C'est pas faux. ça doit quand même gamberger dans sa tête. Il a perdu le mondial avec lui. Avec lui, voilà. Donc Ouais. c'est ça. N'a-t-on pas sous-estimé Monsieur Leonardo Juan José, un Non, mot on l'a pas avant la fait. pause. Il avait déjà montré ce qu'il Ouais. était capable Le poids, de faire au justement. PSG. Le Et poids de Leonardo, quand ouais. il revient, c'est pour mettre de l'ordre dans ce club. Et je pense qu'avec le cas Neymar, il montre que c'est lui le patron. Ce Ouais. qui n'était pas le cas d'Arturo Enrique. Non. Et donc, non, on l'a pas sous-estimé. Il fait son boulot et ça, c'est très bien. Voilà, Merci meilleure Juan recrue, José. C'est la pause. Ah, excusez-moi. On n'oublie pas le 01 53 48 3000. On parlera aussi peut-être, si on a le temps, de le super classico entre River et aussi Boca. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Et de retour à 19h jusqu'à 20h, c'est les nouvelles horaires de votre émission préférée concernant cette quotidienne qu'est Time Sport. Sur la twittosphère aussi, on vous fait remporter nombre de vêtements, notamment de notre sponsor qui est nos publics, on le rappelle, et aussi de magnifiques livres de sport de notre autre partenaire qui est Talon Édition. Voilà, le 01 53 48 3000 pour réagir avec vos consultants. Le mea culpa du présentateur même, c'était Boca Junior qui affrontera son adversaire en demi-finale de la Copa Libertadores et non pas sur le Super Classico. Voilà, et là, on aurait eu Simon Bellachev qui m'aurait tailladé. On est toujours en compagnie de vos consultants. Je le rappelle, le président Kamel Keira, le coach Tolé qui est avec nous, Nassim Bourras, notre Bundesboy, et sans oublier Juan José Dorado. On a parlé du cas Neymar au PSG, mais aussi de son transfert un peu flou du côté de la capitale catalane. Mais non, il restera bien cette saison 2019-2020 au Paris Saint-Germain. Nous, on va passer maintenant au champ homophobe. Time Sport. Eh oui, tant de choses à dire. Dans les stades, le supporter de foot n'est-il pas la cible facile de ce nouveau monde? Quelques interruptions de match pour des chants jugés homophobes et le supporter de football est devenu donc l'objet d'un déchaînement politico-médiatique et de la sévérité extrême de la Ligue de football professionnel. Cette attitude et les décisions de fermeté à l'encontre des ultras ne sont-elles pas injustes, voire aussi inefficaces? On t'écoute, Kamel. Alors, il y a tellement de choses à dire sur ça parce que je suis vraiment, moi, quand j'entends ça, les bras m'en tombent. Hein, parce que bien sûr la Ligue, on a la tête de la Ligue des demeurés, je le dis bien, des demeurés, parce que c'est incroyable. Alors moi, ce que j'ai fait, pourquoi, Kamel? J'ai travaillé sur les associations qui justement combattaient l'homophobie. Donc moi j'ai récupéré leurs paroles, hein, parce que ce qu'ils en pensaient aussi, parce que il y a un moment donné on confond le mot et la chose. Donc c'est juste sur un terme à chaque fois. Donc au départ c'est pas des chants homophobes. Pourquoi? C'est du folklore footballistique. Quand un temps soit peu on est allé dans les stades depuis des années, c'est des chants folkloriques, parce qu'elles sont pas adressées sur une personne qui est homosexuelle ou sur une catégorie de personnes qui est homosexuelle. C'est sur tous les supporters, etc. Ou des fois quand le gardien fait un dégagement. Donc après, bien sûr, on veut tout réglementer, tout légiférer. On n'aura bientôt plus le droit de dire un mot. Parce qu'à un moment donné, moi je pense que... Et puis c'est plus facile de combattre les supporters de football, etc. Parce que c'est beaucoup plus facile. Donc ce qui se passe, c'est que la Ligue maintenant veut faire, dans les mois qui viennent, une liste de mots interdites. Hein, interdite qui pourrait faire loi dans les stades. Hein, donc ils veulent plus maintenant. Il y aurait dans la Ligue, il y aurait des contrôleurs d'insultes. Donc on aurait à chacun, quand ça sera sur notre siège au stade, on aurait des contrôleurs d'insultes. Donc moi,
je suis allé chercher et je suis allé voir ce que disait le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, qui est Frédéric Potier, donc qui est quand même un éminent énarque. Il dit, dans le droit français, il n'existe pas une liste d'insultes permises où on décréterait que tel gros mot, ça passe, mais qu'un autre gros mot ne passe pas. Donc dans la loi, donc ce que veut faire la Ligue, c'est anticonstitutionnel et c'est contre la loi. Donc c'est pour vous dire que ces gens, quand je vous dis qu'ils n'ont pas de cerveau, ils réfléchissent pas à ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils veulent attaquer un problème. Parce que s'ils avaient été aussi battants que quand il y avait des insultes racistes, vous vous rappelez, on en a parlé l'année dernière. Et moi je disais que c'était honteux. Parce il y en a que eu ce week-end aussi. Voilà, il y en a eu. Ils n'ont pas arrêté les matchs, la Ligue 1, la Ligue, quand c'était je vais le dire, des insultes contre les Noirs ou les Maghrébins l'année dernière. Ils n'ont pas arrêté. Mais là, ils veulent se prémunir de la cape contre un truc qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Sincèrement, ça va plus dégoûter les gens d'aller au stade qu'autre chose. Battez-vous contre les vrais problèmes concernant l'homophobie. Voilà, pas ce genre d'absurdité faite par des absurdes. Nassim. Pour ma part, je suis assez d'accord avec le combat de la Ligue. Alors, sur les champs homophobes. Après, pour ma part, je pense que les insultes n'ont pas leur place dans un stade, même quand l'équipe adverse joue. Vous n'avez pas insulté le gardien quand il dégage. Voilà, ça, titre personnel. Bien sûr. Après, le combat est terriblement mal mené par que ce soit les ministres, l'État et la Ligue. Alors, ça fait plus de 30 ans, 40 ans que les gens, ils insultent dans les stades. Et vous voulez du jour au lendemain arrêter ça en arrêtant les matchs chaque fois qu'il y a des insultes? Sérieusement? Qui a eu l'idée de ça? Les gens qui ont fait ça, ils ont eu un bac déjà? Ils sont à la tête Ils sont allés à l'école? Ils sont à la tête à la Ligue. Sérieusement? Non, parce que c'est incroyable. Alors, le combat est juste. Il est intéressant à mener. Marlène Schiappa a peut-être raison de faire ça. Mais elle ne peut pas directement, du jour au lendemain, arrêter un match dès qu'il y a une insulte. D'ailleurs, on voit bien ce qui se passe. Ça a l'effet inverse. Maintenant, les gens, ils s'amusent. Ils font des banderoles en essayant de détourner les mots. Ça en devient même drôle. On a même envie que ça... Il y en a qui le rendent comme une blague. C'est terrible. Voilà. C'est terrible. Certaines personnes ont même limite... je vais même vous dire, les supporters se mettent d'accord. On avait même vu ça récemment avec Saint-Etienne, qui se mettaient d'accord avec les supporters adverses pour faire des banderoles communes. On en vient à là. Eux, ils sont intelligents, moi, les supporters. C'est ridicule. Alors, l'idée est intéressante, mais au moins, passons par une période de discussion avec les membres des clubs, avec les fédérations, avec les ligues. On a même récemment, l'État a mis en place les référents supporters qui sont actuellement en place dans l'Europe, où on a en fait des interlocuteurs entre la police, les supporters et le club. Pourquoi ne pas les utiliser? Ils sont là, ils servent parfaitement à cette utilisation. Et plutôt que de les utiliser, on les a mis en place. Ils sont présents dans tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2. On préfère faire des réformes dictatoriales, entre guillemets, en disant, chaque fois que vous allez dire un mot, match terminé. Juan José. Il faut lutter contre l'homophobie, c'est certain. Mais c'est pas de l'homophobie, Juan. C'est un truc de fou, c'est pas de l'homophobie. Il faut lutter. On est tous d'accord. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat d'une faillite globale du système. Pourquoi? Parce qu'il y a 35 ans, notamment après ce qui s'est passé au stade d'Aïssel et la tragédie en Belgique, on s'est dit qu'il faut lutter contre la violence. Et on a mis le paquet pour lutter contre la violence. Il y a eu des lois, je vous parle du cas espagnol, fin des années 90, début des années 2000, il y a même une loi qui s'appelle lutte contre l'intolérance, le racisme, l'homophobie et contre la violence dans le football. C'était une loi. Mais on s'efforçait tous, en Espagne, en France, en Angleterre notamment, on a tous mis le paquet sur la violence, en oubliant les chants racistes, les chants homophobes. Il y a 35 ans. Déjà, mais il n'y a pas de les chants racistes. 35 ans, pas aujourd'hui. C'est la tragédie d'Aïssel qui a marqué un point d'inflexion. Et c'est pour ça que c'est une faillite totale pour nous tous. Et puis, c'est vrai, les insultes n'ont rien à voir, n'ont lieu d'être dans un stade. J'étais ce week-end dans un stade de football en Espagne, on voit un match de première division. Il n'y avait pas des stades dans la tribune où j'étais parce qu'il y avait des familles, des couples avec leurs gamins. Et les gens n'insultaient pas. Donc, amenez les gens au foot, les familles au foot, et les éducateurs dans les clubs, former aussi les joueurs. Peut-être faut-il interrompre un match quand on est en cadet, quand on est en junior, quand on a U16, U17, U18. Mais pas en première. Arrêtez le football alors. On termine avec. Merci Juan José. On termine avec le coach Tolé. Le problème, moi, c'est que les supporters qui vont au stade régulièrement, qui
qui en majeure partie font partie de la classe moyenne, sont de plus en plus prisonniers, c'est-à-dire que on se déplace plus. Oui. Hier, t'as eu un super match. T'as eu l'OM Saint-Etienne, t'as pas les supporters stéphanois, même lors d'un Dijon-Amiens, les Dijonnais ne peuvent pas se déplacer. Francfort. Enfin, je veux dire, où va-t-on ? Et là, ce qu'on oublie, c'est qu'on a envie que ce sport devienne un sport de noble. J'ai le sentiment, alors que il vient d'en bas, il vient de la classe pop. T'es en train de le tuer en fait. Ouais. Mais ça fait depuis plusieurs années qu'on y va progressivement et c'est triste d'en arriver là, mais comme souvent, il faut combattre cela. Et la cible, c'est la cible facile. On termine avec toi, Kamel, rapidement. Moi, je serais d'accord avec vous si c'est pas de l'homophobie. Ceux qui disent que c'est de l'homophobie, c'est qu'ils ont jamais mis les pieds dans un stade. Pour moi, je vous dirais que ça serait des gens homophobes si l'arbitre avait fait son coming night et était homosexuel et les supporters l'insultaient. Je vous dirais oui, c'est de l'homophobie, on arrête le match tout de suite. Mais là, dire quand un gardien de but dégage un ballon, le gros mot, c'est pas de l'homophobie, c'est une insulte comme ça. Donc, c'est qu'on veut. On veut cacher des choses, on veut s'attaquer à ce qui est le plus facile. Pourquoi on ne s'est pas attaqué depuis des années contre le racisme? Pourquoi on n'a pas fait ça? C'est véridique. Mais il n'y a pas de lobby derrière les. Ils se sont attaqués à ça aussi quand même. La FIFA et même sur le vieux continent, l'UEFA, en Italie aussi. Il n'y a pas de lobby derrière, dommage. En tout cas, il faut combattre l'homophobie. Ça, c'est le mot d'ordre qu'il faudra lancer. Nous, on va passer justement après ces champs-là en Ligue Conforama et même sur d'autres stades européens. On va passer à ce match nul entre l'Olympique Lyonnais d'un certain Jean-Michel Aulas et aussi de ces Girondins de Bordeaux. Belle figure. Time Sport, la victoire. Et oui, l'OL et les Girondins de Bordeaux se séparent donc sur un match nul, un but partout. Une nouvelle contre-performance de ces Lyonnais cette semaine après sa défaite face au Montpellier à 1-0. Que pensez-vous de cette méthode, Silvino, qui déclare justement après ce match que Lyon n'a toujours pas de mental? Claude? Tu retrouves le même problème qu'on avait avec Genesio, c'est-à-dire que Silvino vient d'arriver il y a de cela quelques mois, donc après 4 matchs, il est évident que tu peux pas tout effacer. Maintenant, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'au bout de 2 rencontres et après avoir écrasé Angers, on aime bien faire des bilans après 2 matchs, après 3 matchs. Silvino, il est beau, il a une belle chemise blanche. On est déjà en train de se demander si Lyon allait concurrencer le PSG, qui s'était incliné notamment à Rennes. Un championnat, c'est long, c'est un véritable marathon. Maintenant, je pense que Lyon finira dans les 3 premiers parce qu'il y a quand même ce qu'il faut. Ils ont montré quand même de belles choses. Mais voilà, les problèmes sont les mêmes. Les joueurs sont quasiment les mêmes aussi. Et t'as pas eu de grands changements non plus. Donc t'as pas eu de grands changements. Mais là, je te parle de joueurs importants vraiment qui apportent, tu sais, ce surplus mental. Et ouais, c'est les mots de tête qu'on a retrouvés sous l'ère Genesio. C'est plus Genesio là. Ouais, il est plus là. Là pour le coup, les supporters n'auront pas vraiment de gâchette facile avec Silvino pour le coup. Exactement. Après, le 11 de départ a quand même légèrement changé. Par exemple, là, je vois le match contre Bordeaux, il y a quand même Reine Adélaïde, Thiago Mendes, Andersen. Ça reste comme des joueurs qui arrivent. C'est pas encore des joueurs. C'est pas des joueurs à fort tempérament. Mais c'est des joueurs titulaires dans le club. Donc forcément, il y a un léger temps d'adaptation qui est normal. Comme tu as dit, on va pas faire des conclusions actives au bout de 3-4 matchs. Par contre, ce qui est possible, c'est que le club souffre de la même chose de ce qui s'est passé avec sous l'ère Genesio, c'est d'un problème d'équilibre. C'est-à-dire que on va se retrouver parfois avec des matchs bien gérés contre des petits clubs ou des grands clubs d'ailleurs, parce que c'était le cas l'année dernière où Lyon gérait bien ses matchs contre Manchester City, mais se retrouver à faire des matchs moyens en Ligue 1. Donc ça, c'est peut-être un problème inhérent au club, inhérent au mental de certains joueurs qu'il y a à l'Olympique Lyonnais. Il faut que Silvino trouve rapidement la bonne méthode. On sait que Juninho est maintenant membre du club de manière officielle. Il connaît bien le club, il connaît bien comment fonctionne l'institution lyonnaise. Il faut qu'il permette aux joueurs d'avoir cet influx mental qui leur permettra justement de redresser les situations dans des matchs parfois compliqués. Je leur souhaite parce que la saison risque d'être difficile. Il y a quand même beaucoup de matchs avec des nouveaux joueurs. Ils sont en Ligue des Champions. Voilà. J'aimerais dire, messieurs, sincèrement, je vous ai entendu, Nassim et Coach Tolé, et vous avez parlé, vous m'avez dit, et ça m'a interpellé quelque part. Je me suis dit, c'est incroyable le football. Il faut que les joueurs ils s'adaptent. Non,
Je suis pas d'accord. On n'a pas dit ça. Vous faites. Si, non, mais il faut qu'il C'est moi qui ai s'adapte. dit ça. C'est Nassim qui a dit ça. Mais je suis pas d'accord, vous faites fausse route. Pourquoi ? C'est pas aux joueurs de s'adapter. C'est incroyable en France. C'est le délit de sale gueule. Genesio, c'était le délit de sale gueule. Silvinho, c'est lui à lui de s'adapter. Il a jamais été numéro 1 et il a jamais entraîné la Ligue 1. Il parle pas français. Parce que quand un coach étranger qui a une sale gueule, il parle pas français, on lui fait le reproche comme il Ouais, quand même. Mais lui, non. Mais lui, c'est-à-dire, il a ni entraîné sa vie en tant que numéro 1, ni entraîné en Ligue 1. Et il parle pas la langue parce que c'est important la langue. Et donc ça serait aux joueurs de s'adapter. Moi je pense que personnellement Lyon, et je comprends pas parce que là c'est quelqu'un de très intelligent, va droit dans le mur. Va droit dans le mur avec Silvinho. Et je vous dis franchement, encore un match, 2 matchs perdus. Et ça sera perdu pour eux. Aïe, on n'espère pas. Alors, en tout cas, Kamel, Juan José Dorado concernant Lyon et le Bordeaux. Il faut juste, on va regarder le classement. Entre Lyon 5e et le PSG 1er, il n'y a que 2 petits points. Ouais, mais c'est le début du championnat. Non, mais voilà, 2 petits points. Il y a 4 matchs. C'est un peu absurde quand même. Entre Lyon 5e et Saint-Étienne 16e, il n'y a que 3 points, c'est-à-dire une victoire. Là où ça devient inquiétant pour Lyon, ce n'est pas son classement, ce n'est pas qu'il ait fait match nul ou perdu à un autre face à Montpellier. Ça où ça devient inquiétant, à mon avis, c'est par rapport à la Champions League. Parce que eux doivent pouvoir se qualifier pour les 8e de finale. Eux ne doivent pas attendre le mois de mars pour être à 100%. Ils doivent être à 100% maintenant. Parce qu'ils doivent jouer la phase des qualifications, les premiers tours. C'est là où c'est inquiétant. Mais je ne m'inquiète pas pour Lyon, pour le championnat. Je pense qu'ils ont largement le temps de bien sûr. vraiment être dans le top 3. Et un effectif au top. C'est par rapport aux Champions League où je m'inquiète. En tout cas. Écoutez, 5e à 2 points du PSG. Ah, c'est Ouais, pas trop. Je suis pas d'accord avec Nassim, Kamel. rapidement. On peut pas faire de conclusion super hâtive en disant que Silvinho, ça va être la galère s'il perd encore 1 ou 2 matchs. Voilà, c'est le début de championnat. Laissons-lui le temps. Quand je parle d'adaptation pour les joueurs, ça vaut aussi pour Silvinho. Silvinho doit s'adapter au championnat de France. Les joueurs doivent s'adapter au nouveau style de jeu instauré par le nouvel entraîneur. C'est un équilibre. C'est comme ça que ça fonctionne le football. Non, c'est ça. ça fonctionne pas comme ça. Bah, si, ça fonctionne Pour Kamel et pour Nassim, c'est autre chose. En tout cas, Rudy est d'accord. L'auditeur est d'accord avec Nassim. Tout le monde doit s'adapter. Vous restez avec nous, le 0153 48 3000, et on vous fait remporter nombre de maillots et aussi de livres de sport sur le hashtag Tamsport. À de suite. Tamsport revient dans un instant. La Ligue 1, c'est pas. Beurre FM, 19h-20h, Tamsport avec Bilal Nenman. Et de retour pour la dernière partie de cette émission qui est Tamsport, 19h-20h, les nouvelles horaires, on le rappelle. La twittosphère avec le hashtag du même nom que cette émission Tamsport et le 0153 48 3000 pour réagir avec nous, les consultants. Je le rappelle, coach Tolé, El Presidente Kamel Aïd Kaira, Nassim Bourras, notre Bundesboy et Juan José Dorado. Après, justement, on a parlé de cet Olympique lyonnais version 2019-2018, mais aussi du cas des Girondins. En tout cas, belle prestation dans l'antre lyonnaise ce week-end. On va s'attarder plutôt sur la cité phocéenne et de son 11 de Villas-Boas et de tout l'effectif marseillais face aux Stéphanois, le club le plus titré de France. On le rappelle tout de même. Time Sport. Le duel. Des petites dédicaces pour les auditrices et les auditeurs. Allez, il y a Gaëtan qui nous écoute depuis Perpignan, aussi Sabrina depuis la région parisienne, sans oublier Razo et aussi Naël, sans oublier son papa Mohamed et Sarounette. Voilà, ça c'est pour les petites dédicaces de ce soir, pour cette première de la saison. En tout cas, Marseille, et oui, qui se remet dans le droit chemin. Faut-il retenir autre chose que la victoire? Cette équipe qui cherche encore son style. Villas-Boas n'a-t-il pas été malin, Nassim, en ne donnant pas d'objectifs trop élevés, donc d'espoir quant à de possibles recrues ronflantes, au risque de décevoir encore une fois les supporters marseillais? Mais il a raison dans sa communication. Mais il n'a pas d'argent, il bon. va pas promettre de ramener des Neymar ou des joueurs, même des joueurs à 20 millions. Il le sait très bien qu'il n'a pas l'argent pour. Donc il fait avec ce qu'il a. Moi j'ai bien aimé sa communication parce qu'elle est franche et honnête. Et alors oui, ça peut pas plaire aux supporters de l'OM, mais c'est la triste réalité de la situation financière de l'OM actuellement. Donc il a fait ce qu'il avait à faire. Concernant le match de l'OM contre Saint-Étienne, on va pas retenir que le résultat parce que bon, Benedetto quand même 1-0 revient. On va pas dire comme quoi la machine est lancée et que c'est bon. Il a été critiqué, mais il est là. Le fameux grand attaquant de l'OM, non. Mais voilà, c'est bon pour la confiance. Il est dans une petite bonne dynamique. Ça peut être intéressant. Moi, ce qui m'a plus fait intéresser, c'est le match d'Alvaro González, le recrue de l'OM, qui pour un premier match au sein de la charnière centrale de l'OM a fait forte impression.
c'est très intéressant. Après, j'ai regardé quand même les matchs de l'OM, ça me surprend quand même, parce que voilà, je suis pas trop Ligue 1 pour le coup, Parce surtout que t'es pas un OM. professionnel, c'est pour ça. Voilà. Ouais. Mais alors, ce que j'ai vu du début de saison de l'OM, c'est pas très intéressant au niveau du jeu. C'est poussif. Voilà, c'est plutôt poussif. Il marque un but à la 30e minute et après ça verrouille. Voilà, c'est galère quand même. Hein. Saint-Étienne domine légèrement le match. C'est un match assez disputé quand même. Voilà, mais après pour cette saison, je vois quand même difficilement l'OM faire quelque chose d'intéressant parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Chaque match va être galère pour l'OM. Voilà. On ne joue pas une coupe européenne en tout cas. Je parle pour les supporters marseillais. Chaque match va être une galère pour vous. Ça va être difficile. Mais pourquoi pas, ça peut être une saison intéressante pour renforcer le mental des joueurs et surtout des jeunes joueurs marseillais. Par exemple, pour un Boubacar Camara, je pense que cette saison peut être extraordinaire d'un point de vue progression. Ouais. Juan José Dorado, l'Espagnol, aussi l'Argentin. L'avantage des Villas-Boas, c'est un entraîneur qui a de l'expérience, c'est un entraîneur qui sait supporter la pression, qui sait quelles sont les difficultés du football. N'oublions pas qu'il est passé par la Première Ligue et il a souffert, notamment sa dernière saison en Première Ligue. Donc, il sait parfaitement comment gérer, je pense, un vestiaire. Je suis inquiet mais surtout par rapport à la fin de la saison dernière où effectivement on a vu un Marseille pitoyable, sincèrement, qu'on n'a pas du tout aimé. C'est assez poussif ce début de saison. Autant je suis pas inquiet pour Lyon, il est le temps. Marseille, ça me préoccupe. J'espère. Je suis de ceux qui pensaient qu'avec l'arrivée de Zubizarreta, il y avait un projet à construire. Ça met plus de temps que voulu et qui est prévu. L'arrivée de González, effectivement, qui est un bosseur, qui était à Villarreal en Espagne, peut montrer un peu la ligne, le type des joueurs dont Marseille a besoin, c'est-à-dire des gens prêts à tout donner sur le terrain, qui n'ont peut-être pas un grand nom international. Mais qui n'ont pas forcément un gros salaire. Voilà, qui n'ont pas un gros salaire parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais je fais quand même un tout petit peu encore confiance à Villas-Boas parce qu'il a l'expérience de la première. Il revient bien. Et ça c'est important, peut-être pas lors des premiers matchs, mais quand on va arriver au dur, c'est-à-dire janvier, février, où effectivement, là, il va falloir quand même montrer de quoi on est capable. On lui fait confiance, Juan José. Alors, on l'écoute, notre Hispanic, le plus français de tous. Il est toujours avec nous. Bon, coach Tollet, tu en penses quoi concernant cette équipe marseillaise? Ce qu'il faut retenir surtout, c'est, là, on parle de Saint-Etienne, c'est vrai, la rencontre d'hier soir. La semaine, Marseille s'imposait à Nice, même si il manquait du monde, s'imposait à Nice dans un contexte toujours particulier, ce fameux derby, et puis battre Saint-Etienne. Il y a des signes quand même positifs. Alors en termes de jeu, c'est vrai qu'on s'attend à mieux. Marseille, on aime quand ça joue, on aime les artistes. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais ce public aime ça. Mais ce public aussi marseillais aime des gars qui mouillent le maillot, qui ont la grinta. Et ce qu'il faut retenir sur la rencontre d'hier soir, c'est non pas le jeu, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal notamment à la relance, pas mal de déchets techniques, mais c'est le grinta qui fait plaisir. Et t'as besoin de ça dans un premier temps avant de repartir sur d'autres bases. T'as besoin de retrouver cette niaque, cette envie, tu sais, de faire les efforts avec ton partenaire, etc. Et ça, sur le match à Nice et hier soir, c'est ce qu'on a vu. Alors, est-ce que ils vont être capables de le déplorer toute la saison? À voir. Par contre, s'ils ont cet état d'esprit-là, avec des joueurs capables de faire les différences, on a vu Benedetto qui est à l'origine de cette action pour terminer derrière. Tu peux t'en sortir dans une Ligue 1 parce que tu as quand même des joueurs de talent, tu as des joueurs revanchards t'as des joueurs qui ont envie de montrer autre chose et tu le vois dans le comportement. Je ne dis pas qu'ils finiront dans les 3 premiers, mais je suis pas si inquiet qu'on le croit. Moi, ça me rappelle, si tu veux, les saisons avec Bob, avec Perrin, où l'OM s'imposait. Je te rejoins un petit peu, Nassim. L'OM galérait à chaque match, mais s'imposait toujours 1-0, 2-0, 2-1. Mais gagner ces matchs et grâce à un mental et puis 2-3 joueurs qui faisaient la différence, ça suffisait. Donc, pas de Coupe d'Europe, ça peut aller dans ce sens. Le stress, aussi. C'est bon, pourquoi pas. Moi, on écoute. Marseille. Ce que j'ai vécu en tant que footballeur, vous savez, l'arrivée d'un entraîneur peut changer du tout au tout un effectif, même si c'est le même d'une année à l'autre. Moi, ce que j'ai vu dans l'effectif de Marseille, c'est que Villas-Boas, il a redonné le sourire et l'envie aux joueurs. Avec le même groupe il a redonné l'envie et le sourire. Les joueurs, bien sûr, c'était un peu poussif, mais on ne retient que la victoire. Mais les joueurs ont donné, comme tu disais, coach, ils avaient la grinta. Parce que il s'agit pas de rentrer sur un terrain. Il s'agit de se dire, est-ce que je vais tout donner pour mon entraîneur ou pour mon entraîneur? Donc, comme un peu ce que arrive à faire Bielsa pour ses joueurs. Ça veut dire, excusez-moi l'expression, il se déchire pour lui. Donc moi, je pense que
les joueurs vont tout donner pour Villas-Boas. Pourquoi ? Parce que tu l'as dit, Juan, c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience. Donc, un entraîneur, elle sert à quoi cette expérience ? Elle sert pas quand vous gagnez des matchs. C'est comme tu l'as dit, c'est quand vous êtes dans le dur que ton expérience d'entraîneur te sert à gérer le vestiaire. Et là, je pense que ça va lui servir. On sera pas. Et ce qui est intelligent, c'est qu'il n'a pas donné d'objectif. Il n'a pas dit on va être dans les 4e, 5e, ça retire la pression. Après, bien sûr, on ne sera pas en dessous des 10e. Mais je pense, et là, les joueurs le ressentent. Secrètement, quand même, ils visent la Ligue Europa, au moins une place. Oui, mais entre la visée et la donnée, parce que quand tu donnes un objectif, à chaque défaite, on te la remet, on te le remet. Et là, c'est pesant. T'es à l'OM. Donc, je pense que les joueurs ont envie de se battre pour Villas-Boas. Et ça, c'est important. Et en plus, c'est un entraîneur attachant, intelligent, et il a dit, lui, il avait peur hier. Pourquoi ? Parce que Saint-Étienne n'avait pas gagné depuis 40 ans à Marseille. Il avait peur de perdre par rapport à ça. C'était une boutade. Mais sincèrement, et puis big up au public marseillais. Pour un public comme ça, on a envie de mourir pour un public comme ça. Parenthèse par rapport à ça, l'arbitre il a été très bon. Il aurait pu arrêter le match, l'arbitre. On a entendu. Mais il a été un moment intelligent aussi. Et puis ça a pris le dessus. On a plus parlé de l'ambiance qui a régné au Vélodrome, des 120 ans, des 35 ans, des ultras, etc. Que du fait que l'arbitre ait eu la possibilité d'arrêter la rencontre. Bravo à lui. Pas faux. En tout cas, on n'oubliera pas, les 120 ans de cette création de ce club, l'Olympique de Marseille, le club phocéen. Et avant cela, il y a eu aussi le doyen du football français, le HAC, le Havre. Rapidement, un mot. Juan José. Faisons confiance à l'Olympique de Marseille, même si effectivement, ça va être quand même une année assez compliquée pour cet effectif. La dernière partie de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Charles Leclerc, justement, ouvre son compteur avec sa première victoire en Formule 1. C'est pas mal, sur fond de décès de son ami Antoine Hubert, à qui nous dédions cette émission. Vraiment, pour cette première de la saison, on dédie cette émission de Time Sport à Antoine Hubert et à toute sa famille. Et à tous les amoureux des sports mécaniques et notamment la Formule 1. Pilote de Formule 2, mort dans un accident à Spa. Il faut le rappeler, avec qui il a grandi et fait ses armes en kart ensemble. Du décès prématuré de son père aux accidents mortels en course de ses copains. On le rappelle aussi, le défunt Jules Bianchi, Antoine Hubert, le parcours du jeune pilote de la Scuderia Ferrari est jalonné de drames qu'il a surmonté par une incroyable rage de vaincre. Ça rappelle un peu un grand, aussi parti trop tôt, Ayrton Senna, lui aussi, qui s'est construit, un parcours et aussi une âme assez solide pour jalonner les différents circuits à l'échelle mondiale. Et cette marque de caractère n'en fait-il pas un futur champion ? À vous, messieurs, je m'adresse, et même à tous les auditeurs de Beurre FM, en puissance dans l'ombre du célèbre Britannique Lewis Hamilton. Nassim. Totalement, c'est une histoire bien triste qui est en train de vivre Charles Leclerc. Tu disais comme quoi il a perdu déjà son ami, Antoine Hubert, hier, mort dans le Rédillon. Aussi qui connaissait. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rédillon, en fait, c'est une énorme pente qui finit sur une ligne droite à plus de 300 km/h et le carambolage derrière a été fatal. L'accident est monstrueux. Il impliquait l'Américain Juan Manuel Correa et le Japonais Marino Sato. Pour le premier, il vient de sortir de l'hôpital avec les jambes fracturées, donc même pour lui, la saison est terminée et que ça risque d'être très compliqué de revenir. Ça nous fait penser à l'accident de Michael Schumacher à Silverstone il y a plusieurs années. Il lui avait mis plusieurs mois avant de revenir. Voilà, ici c'est compliqué. Après, il avait aussi perdu son mentor, donc Jules Bianchi. Il avait même perdu son père. C'est ça, son papa. Le tout dans un laps de temps très court. Il gagne derrière le Grand Prix de Belgique, donc énorme force mentale de la part du Monégasque. Cette victoire. Sachant que la victoire n'a pas été facile parce que dans les derniers tours, Lewis Hamilton justement revenait à même très bien. Avec des pneus vraiment en bon état et il restait à peine une seconde, on lui donnait encore 2-3 tours et c'était fini pour le Monégasque. Il a réussi à arracher cette victoire. C'est marrant parce que la dernière fois que ça s'était produit, ce scénario, c'était à Sakhir à Bahreïn, et justement il était premier. Il est resté très peu de tours au Monégasque et il perd à cause d'une faillite moteur qui le voit perdre cette première place. Là, cette fois-ci, son moteur ne lui a pas fait faux bond. Il remporte cette première course en F1 et j'espère que ça en appellera encore bien d'autres
Mais comme tu disais, je pense qu'il aura une très belle carrière pour lui. Rapidement, avec Juan José Dorado. C'est pas une surprise la victoire des Leclerc, c'est la première, c'est vrai, mais il est 5e du championnat, il peut terminer parmi les 3 premiers de ce championnat, mais surtout, effectivement, il est dans les stèles des Hamilton, il est sur Ferrari, s'il continue comme ça, il y a des très belles années pour Ferrari et pour ces jeunes pilotes qui, d'ailleurs, il faut rappeler, c'est la première fois qu'un Luxembourgeois gagne un grand prix. Monégasque, c'est ça, on le rappelle. Merci messieurs, je tiens à remercier toute la direction de Beurre FM de nous avoir fait confiance pour une nouvelle saison de Tam Sport pour le plaisir de tous les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, mais aussi des personnes telles que le rédacteur en chef Mamadou Lamine Mané, Jouba Houchen, le coordinateur de cette émission, Sokaina notre graphiste, Yasmine notre community manager avec Farid Rouas, sans oublier le réalisateur Hugo et aussi le producteur Guillaume Ascari. Un grand merci à Kamel de m'avoir accompagné ce soir, Kamel. Merci à toi, Bilal. Et aussi à Claude Tollet, à Nassim Bourras et à Juan José Dorado. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.